Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour le club VE2 EMO et voici notre deuxième vidéo sur la banque de questions pour le certificat d'opérateur radio-amateur compétences de base. Donc on reprend où nous avions laissé dans l'autre vidéo, soit la question B176. C'est à la page 9 du guide. Vous avez le lien en description pour retrouver finalement le document PDF qui contient toutes les questions. Donc, on démarre avec ça. B176. Dans quelle situation un radioamateur peut-il transmettre un message codé? Donc, on l'a vu précédemment. La réponse est B, seulement si l'encodage n'est pas secret. Donc, si le code pour décrypter, décoder finalement le message est connu de tous, c'est uniquement la seule méthode où c'est autorisé. Quelles sont les restrictions au sujet de l'utilisation des abréviations et des codes en radioamateur? La réponse est B, ils peuvent être utilisés pour autant qu'ils ne soient pas secrets. Encore pour la même raison. Que devriez-vous faire pour éviter que votre station de radio amateur retransmette de la musique ou autres signaux provenant de stations ne faisant pas partie du service radio amateur? Donc, on rappelle, c'est interdit de transmettre de la radio ou de la musique au travers des ondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? C'est baisser le volume de ces autres appareils. Donc, c'est important quand on communique sur les ondes de ne pas avoir de musique de fond ou un radio près de nous. L'emploi d'un code secret par l'opérateur d'une station de radio amateur, la réponse C, est interdit. Donc, l'emploi d'un code secret, donc ça veut dire qui est secret et pas connu de tous, c'est interdit. Un radioamateur peut transmettre des communications qui incluent la transmission. La réponse c'est C, des codes Q. On verra dans une autre vidéo peut-être la liste des codes Q qui peuvent être utilisés. Mais en gros, c'est que les autres options de cette question-là, c'est des choses qu'on n'a pas le droit. Donc, par exemple, un programme provenant d'un radiodiffuseur, donc on parlait de transmission à niveau commercial, donc c'est interdit. Donc, la seule chose qui est autorisée, c'est la réponse C, qui est des codes Q. Dans le service radioamateur, les communications de nature commerciale, la réponse CC, sont interdites en tout temps. À quel endroit les titulaires d'un certificat d'opérateur radioamateur peuvent-ils exploiter une station de ce service au Canada? La réponse est partout au Canada. Donc avec votre station, vous pouvez opérer et émettre sur les ondes partout au Canada. Quel genre de station émet des communications en sens unique? La réponse c'est C, une station balise. Donc cette station-là va juste émettre et il n'y aura pas une communication bidirectionnelle. Quelle compétence minimale le radioamateur doit-il détenir pour l'assemblage d'émetteurs prêts à monter des conceptions professionnelles en vente dans le commerce? Donc pour faire ce genre d'opération, on requiert la compétence de base, car on demande quelle compétence minimale. Donc, la compétence minimale, c'est d'avoir la base. Quelle compétence minimale le radioamateur doit-il détenir pour établir un répéteur fonctionnant sur les bandes uniques en mode voix? Donc, pour que le radioamateur puisse établir un répéteur, donc si on veut établir un répéteur, on doit avoir notre classe supérieure. Donc, la réponse c'est B, son certificat de base, sa licence de base, et la supérieure pour pouvoir établir un répéteur. Quelle compétence minimale le radioamateur doit-il détenir pour établir une station de club radioamateur? Encore une fois, si on veut maintenir un répéteur ou une station pour un club, on doit avoir la compétence de base et supérieure. Quelle compétence minimale le radioamateur doit-il détenir pour le montage ou l'exploitation de tout émetteur ou amplificateur de puissance RF qui ne sont pas conçus professionnellement ni assemblés commercialement pour le service radioamateur? Encore une fois, si on fait des modifications ou du montage, on doit détenir notre classe supérieure, donc il faut avoir la base et la supérieure.
Quelles compétences minimales le radioamateur doit-il détenir pour exploiter un répéteur à bande croisée, crossband? La réponse, c'est C, de base. Donc, c'est pour exploiter un répéteur, c'est pas le maintenir ou l'entretenir, donc c'est la compétence de base. Quelles compétences minimales le radioamateur doit-il détenir pour commander à distance un répéteur, incluant changer la fréquence, modification d'émission ou la puissance? Donc, si on veut contrôler un émetteur à distance, il faut avoir sa licence supérieure. Donc, la réponse c'est D, base et supérieure. Qui est responsable de l'exploitation d'une station de radio amateur? La réponse c'est D. Donc, l'opérateur est responsable et le propriétaire de la station, donc la personne qui contrôle finalement la station, et aussi la personne à qui appartient la station est responsable. Donc, c'est les deux. Si vous émettez à partir de la station d'un autre radioamateur, qui est responsable de l'exploitation de la station? La réponse c'est vous-même et le propriétaire de la station, comme l'autre question précédemment. Quelle est votre responsabilité en tant que propriétaire de la station? La réponse c'est C. Vous êtes responsable de l'exploitation de la station conformément au règlement. Qui peut être l'opérateur responsable d'une station radioamateur? La réponse c'est D. Tout radioamateur compétent choisi par le propriétaire de la station, donc n'importe quelle personne qui détient au minimal sa licence de base peut exploiter l'appareil radioamateur du propriétaire. Quand faut-il qu'une station de radioamateur soit prise en charge par un opérateur responsable? La réponse est D. Toutes les fois que la station est utilisée pour l'émission. Donc, on ne peut pas utiliser une station si on n'a pas eu sa licence minimalement de base. Lorsqu'une station de radioamateur est en onde, où doit se retrouver l'opérateur responsable? La réponse est C. Où il pourra exercer le contrôle sur la station. Donc, c'est possible d'aller sur les ondes et de superviser quelqu'un sur la station, mais il faut que la personne soit très très près et puisse intervenir rapidement si la personne émet et contrôle finalement la personne qui est en opération. Pourquoi est-il interdit à un membre de votre famille sans certificat de compétence d'utiliser votre station pour faire des émissions en votre absence? Donc là, c'est ce que je viens de dire. S'il n'y a personne qui est présent, la personne n'a pas sa licence, donc elle ne peut pas utiliser l'appareil et émettre sur les ondes. La réponse est B. Ils doivent posséder un certificat de compétence approprié avant d'être opérateur responsable d'une station. Le propriétaire d'une station de radio amateur peut permettre à quiconque d'utiliser la station sous la supervision et en présence d'un titulaire de certificat de radio amateur. C. Dans quelles circonstances une personne ne détenant pas de certificat de radio amateur peut-elle opérer une station de radio amateur? La réponse est C. Quand cette personne est sous la supervision et en présence d'une autre personne avec la certification appropriée. Comment appelle-t-on une émission qui vient de l'étranger, qui vient déranger les autres communications en cours? On appelle ça du brouillage préjudiciable. Dans quelle situation est-il permis de brouiller intentionnellement les communications d'une autre station de radio amateur? La réponse est le brouillage intentionnel est jamais acceptable, donc c'est interdit de brouiller les ondes de façon intentionnelle. Si un règlement stipule que le service de radio amateur est secondaire sur une bande par rapport à une autre bande qui en ont le titre primaire, qu'est-ce que ça signifie pour les radioamateurs? La réponse est B. Les radioamateurs peuvent utiliser la bande à condition de ne pas causer de brouillage aux utilisateurs primaires. Donc, dans les bandes de fréquence, majoritairement dans les bandes radioamateurs, les radioamateurs sont primaires, mais dans une certaine bande qu'on appelle 70 cm, la bande peut être utilisée par les radioamateurs, mais il y
il y a des priorités finalement aux services gouvernementaux, services militaires, radiolocalisation. Donc, c'est eux qui sont primaires sur cette bande-là. Donc, il faut faire attention encore plus de ne pas faire de brouillage, car les radioamateurs sont secondaires. Donc, c'est un peu ce qu'ils veulent notifier émettre par cette question-là. On va avoir d'autres questions tantôt qui ressemblent à ça. Quel règlement s'applique si deux radioamateurs veulent utiliser la même fréquence? La réponse est B. Les deux opérateurs ont les mêmes droits relativement à l'utilisation de la fréquence. Quel nom donne-t-on au brouillage qui dégrade, entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée la communication? Encore une fois, on appelle ça le brouillage préjudiciable. Lorsque le ministre de l'Innovation et de la Science et Industrie a déterminé qu'un brouillage préjudiciaire est causé par une station de radioamateur, quels sont ses pouvoirs? Il peut ordonner que l'exploitation de la station cesse ou soit modérée. Dans laquelle des bandes suivantes le radioamateur est-il tenu de ne pas causer de brouillage à un autre service? La réponse c'est B, de 430 MHz à 450 MHz. Donc c'est la bande que je parlais tout à l'heure. Donc on l'appelle 70 cm, donc de 430 à 450 MHz. Les opérateurs radioamateurs sont secondaires, donc ils sont tenus de ne pas causer de brouillage à un autre service. Dans laquelle des bandes de fréquences suivantes, l'exploitation par le radioamateur n'est pas protégée contre l'exploitation d'un autre service? La réponse est B, de 902 MHz à 928 MHz. Dans quelles circonstances un radioamateur peut-il faire des essais en ondes? La réponse est D, quand l'essai ne causera pas de brouillage à d'autres stations du service radioamateur ou d'autres services. Laquelle des bandes suivantes du service de radioamateur pourrait être fortement achalandée par des dispositifs exemptés de licence? La réponse est C, de 902 à 928 MHz. Les stations de radio amateurs peuvent communiquer uniquement avec les autres stations radioamateurs. Durant les opérations de secours, dans les jours suivant un sinistre, dans quelle situation pouvez-vous opérer votre équipement de radio amateur pour communiquer sur les fréquences hors des bandes du service radioamateur? La réponse est C. L'opération hors des bandes du service radioamateur n'est pas permise. Donc, quand vous voyez une question comme ça, allez-y avec la simplicité. Donc, c'est marqué hors des bandes. Donc, on sait que les radioamateurs doivent opérer dans les bandes qui leur sont permises. Si vous captez un signal de détresse sans réponse sur les bandes du service de radioamateur que vous n'êtes pas autorisé à utiliser, donc c'est le seul cas où peut-être il peut y avoir quelque chose, c'est quand il y a vraiment un signal de détresse. Vous êtes dans l'obligation d'y répondre. Donc la réponse est B. Vous pouvez répondre et offrir votre aide. Dans le service de radioamateur, il est permis de diffuser. La réponse est A, des radiocommunications pour le sauvetage de vie humaine et des biens. Un radioamateur en situation de détresse peut utiliser tous les moyens de radiocommunication. Donc, si vous êtes en détresse et que vous avez l'opportunité d'utiliser quelque chose hors bande, bref, la situation de détresse est l'exemption à la règle. Durant un sinistre, dans quelle situation est-ce permis à une station de radioamateur de retransmettre des communications essentielles selon les besoins et d'aider les opérations de secours? La réponse est B, lorsque les systèmes habituels de communication sont surchargés, endommagés ou hors service. Quelle est la puissance maximale qui peut être utilisée par un radioamateur en détresse? La réponse est il n'y a pas de limite. Que devrait faire un opérateur qui ne participe pas directement à un réseau de secours d'un sinistre? La réponse, éviter les transmissions inutiles sur la fréquence du réseau
ou près de celle-ci, car on laisse la situation d'urgence utiliser la fréquence. Dans quelle situation les radioamateurs peuvent-ils traiter des messages émis par les organismes de service public reconnus? La réponse, en temps de paix et pendant les urgences civiles et les exercices. Dans quelles circonstances est-il permis de brouiller les émissions d'une autre station? La réponse est A, lorsque votre station prend part directement à une situation de détresse. Quelle est la rémunération autorisée pour transmettre un message au nom d'un tiers par une station de radio amateur? La réponse est C, comme on l'a vu tout à l'heure, aucune rémunération n'est permise. On peut divulguer ou utiliser les radios amateurs transmises par d'autres stations Je reprends. On peut divulguer ou utiliser les radiocommunications transmises par d'autres stations d'une station de radiodiffusion. La réponse, si la station qui les émet est une station radioamateur. Comme on disait, on ne peut pas réémettre ou utiliser du commercial, donc la seule raison serait une radio amateur. Dans quelles circonstances un radioamateur peut-il accepter une rémunération pour communiquer des messages? La réponse est A, jamais. Toute rémunération est interdite. En ce qui concerne la divulgation du contenu de radiocommunication autre que la radiodiffusion, lequel des énoncés suivants est en infraction? La réponse est A, lorsqu'il s'agit de réponses aux questions d'une organisation de nouvelles. Donc encore là, c'est commercial. Lequel des indicatifs d'appel identifie une station canadienne du service de radio amateur? Donc la réponse, B, VA3 RAC. Toutes les stations au Canada, les indicatifs d'appel sont segmentés. Donc au Canada, on commence par V et ce qui est disponible, par exemple, VE, VA, VO, VY, par exemple, pour les territoires. Yukon, territoire du Nord-Ouest, Nunavut. Donc la réponse, c'est VA, VA3 RAC. En termes de temps, à quel intervalle un radioamateur doit-il identifier sa station? La réponse c'est A, au moins toutes les 30 minutes, ainsi qu'au début et à la fin de tous les contacts. Donc c'est important quand on fait un contact de s'identifier avec ses lettres d'appel. Et si par exemple on participe à un réseau, on doit au moins identifier au minimal toutes les 30 minutes. De quelle façon un radioamateur doit-il identifier sa station? La réponse est A, avec son identificatif d'appel. Donc c'est ça qui vous identifie sur les ondes. Quelle identification est requise dans le cas échéant lorsque deux stations de radioamateurs commencent une conversation? La réponse c'est D. Chacune des stations doivent s'identifier, comme ça on sait qui est en train de communiquer avec qui. Quelle identification est requise à la fin d'une communication entre deux radioamateurs? La réponse est A. Chacune des stations doivent transmettre son indicatif d'appel. Quel est l'intervalle de temps le plus long où une station de radioamateur peut être en onde sans s'identifier avec son indicatif d'appel? On l'a vu tout à l'heure, D. 30 minutes. Donc, c'est ce qui conclut notre deuxième vidéo pour les questions. On reprend pour la partie 3. À la prochaine. 73 tout le monde.